Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel info en live. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut tous nous concerner, les troubles musculo-squelettiques, également connus sous le sigle de TMS. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Lébé, ergonome chez Previa, qui intervient avec la GMF pour la prévention des risques professionnels. Bonjour Paul. Bonjour Maxime. Les TMS ont souvent tendance à être prises à la légère, pourtant ce sont des maladies professionnelles fréquentes qui touchent tous les secteurs d'activité et qui ont un vrai impact sur la santé et sur le travail. Pour bien poser le cadre, Paul, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les TMS et surtout quels sont les principaux symptômes? Parce qu'il y a de grandes chances que beaucoup d'entre nous en aient, mais ne mettent pas le nom dessus. Oui, donc les troubles musculo-squelettiques, donc TMS, ce sont surtout des atteintes physiques sur le corps. Dans mon cas, on va parler dans le cadre du travail. Et ces atteintes physiques sur le corps vont principalement toucher le corps au niveau des muscles, des articulations, des tendons ou encore des nerfs. Donc c'est un effet du travail sur le corps. Cet effet-là ou ces effets-là vont être à l'origine donc de douleurs, de raideurs, voire de perte de mobilité, d'engourdissement, de fourmillement, de picotement, de faiblesse musculaire, de crampes, d'inconfort, voire de gonflement ou d'inflammation qui sont plus ou moins visibles. Ces atteintes sur le corps, quand on parle de TMS, sont principalement liées à une durée d'exposition sur des temps plutôt longs. C'est-à-dire qu'on va déclarer des TMS, on va ressentir ces douleurs-là en lien avec des expositions longue durée et principalement la plupart du temps, les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte lorsqu'ils sont au travail que telle ou telle action va dans 10, 15, 20 ans, à force de répétition, à force d'intensité, générer des douleurs. Donc c'est vraiment cette notion de TMS est donc en lien avec des douleurs physiques sur des temps longs, si on parle de cette notion de troubles musculo-squelettiques. On l'a dit, l'organisation du travail joue un rôle énorme, directement et indirectement, sur la santé et le travail, en particulier sur les TMS. Concrètement, quelles sont les principales causes de TMS dans le travail aujourd'hui? Alors, les causes, on va parler aussi de facteurs, sont nombreux, mais c'est très bien déjà de poser la question en parlant d'organisation du travail parce que c'est rarement ce qui est abordé en premier. On a tendance, et sans critique, à penser facteurs biomécaniques, physiques. Pourquoi? Parce que les effets sont physiques. On en a parlé juste avant. Les effets ont une atteinte sur le corps d'un point de vue physique, avec des douleurs, avec des faiblesses, etc. Donc naturellement, on a tendance à penser que les causes de ces effets-là sont également physiques, biomécaniques. Donc on aura tendance à penser port de charge, posture, répétitivité, maintien statique, etc. etc. Ce qui est vrai. En soi, les facteurs biomécaniques sont des facteurs très importants dans l'apparition ou non des TMS. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Les TMS sont multifactoriels. C'est un facteur important, mais il en existe d'autres, dont l'organisation du travail. Et vis-à-vis de l'organisation du travail, on peut citer le manque d'entraide, la dépendance au rythme de certaines machines, la standardisation aussi de certains process, le manque de récupération, d'alternance entre certaines tâches. Tout ça peut générer aussi sur du long terme des douleurs, donc des TMS. On va retrouver aussi des facteurs comme les facteurs psychosociaux qui, eux, vont plutôt faire référence à une charge de travail excessive, à de la pression, à une potentielle monotonie dans les tâches, qui peut aussi générer du stress et être en lien avec un manque de soutien qu'il soit hiérarchique ou au niveau des collègues. On va retrouver également des facteurs mécaniques
comme les vibrations, les chocs, les pressions mécaniques, donc tout ce qui va être par exemple dans l'industrie, mais également des personnes qui vont beaucoup travailler en étant sur la route en voiture, ou camion ou autre. La route peut aussi engendrer ces vibrations, ces chocs au cours de la journée, en alternance avec des activités plus terrain, etc. On va retrouver aussi des facteurs environnementaux, comme le froid, le bruit, l'humidité, la chaleur. Tous ces éléments-là vont être des éléments qui vont accentuer d'autres facteurs, qui vont engendrer un surplus par rapport à ces facteurs. Et on a un dernier facteur qui va être tout ce qui va être facteur individuel. On a tendance à un peu, entre guillemets, oublier cette partie-là, mais nous sommes des individus tous différents, on soit homme, femme, l'âge, l'expérience, les maladies, mais autres que dans le cadre du travail, mais on peut avoir aussi voilà, des maladies, des choses qui nous définissent d'une certaine manière. Et on va aussi retrouver notre état de fatigue. Par exemple, le matin, on arrive au travail, on ne va pas être tout le temps de la même humeur, tout le temps avec le même niveau de fatigue, le même niveau de concentration, etc., etc. Et tout ça, ça joue sur ces aspects de santé au travail. Et ça, on a tendance à l'oublier, on a tendance à penser le travail avec des personnes qui sont très standards. Je prends là d'un point de vue physique, tous la même taille, tous le même poids, qui sont en capacité de faire tous la même chose, tout le temps, de la même manière. La réalité, c'est que non, on est tous différents et en plus de ça, au cours des semaines, mais aussi de notre vie et de notre vie professionnelle, on va évoluer. Et ces évolutions-là sont à prendre en compte dans l'analyse et dans la lecture du sujet vis-à-vis de la santé au travail et du coup, plus spécifiquement pour notre cas ici, des troubles musculo-squelettiques. On voit bien que la question est très large et que beaucoup de facteurs dépassent l'individu. Néanmoins, en tant que représentant du personnel, on nous demande souvent « mais moi, à mon niveau, je peux faire quoi ?» Quels conseils donnerais-tu aux salariés, non pas pour tout régler tout seul, mais au moins pour agir et éviter autant que possible que les TMS s'installent? Oui, alors c'est vrai, et pour revenir sur la question, c'est vrai qu'il est difficile de donner des conseils à un niveau individuel à des personnes pour résoudre, si je puis dire, cette problématique et les difficultés qui peuvent être rencontrées sur le plan de la santé au travail et ici plus particulièrement sur les TMS. Si je reviens et que je reviens notamment sur un aspect du code du travail, si je reprends donc l'article L4121-2 du code du travail, qui définit la prévention dans le cadre du travail et qui la définit par 9 grands principes de prévention. Ces 9 grands principes, je ne vais pas tous les reprendre, mais ils sont à prendre en compte et à prendre en compte dans leur ordre. Si je prends le quatrième cité, je cite, est d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé, et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Globalement, si je résume cette phrase, qui vient tout droit du Code du travail, le Code du travail nous dit qu'il faut adapter le travail à l'homme, et non pas l'inverse, que l'homme s'adapte au travail. Donc si je reprends cette question, et notamment en lien de ce que peuvent faire les salariés, bien sûr on va y revenir, ils peuvent faire des choses, mais ils vont être limités, et c'est aussi à l'entreprise de prendre en main ces sujets, de travailler les sujets et de trouver des solutions et des parades, si je puis dire, à ces difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Et donc du coup, effectivement, si je reprends le dernier principe de prévention, le 9e, il est celui-là, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc on le retrouve, cet aspect de donner des instructions, de donner des conseils. Mais c'est la dernière chose à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais
dans une logique de prévention qui prend en compte aussi tout un tas d'aspects en amont. Et donc effectivement, si je reviens tout à l'heure avec les facteurs de risque, on a retrouvé les facteurs de risque individuels, mais on se rend compte que la question est bien plus large, et notamment avec tous ces aspects du travail, de l'organisation du travail, de l'environnement de travail, et que beaucoup de sujets, de thématiques en lien avec ces difficultés et ces TMS sont dans cet aspect d'organisation du travail et d'environnement de travail, et donc eux-mêmes dépendent de l'entreprise. Et donc du coup, il est toujours difficile de trouver des conseils spécifiques et individuels à donner. De manière générale, on peut en retrouver. Si on prend un travail bureautique, on peut facilement donner quelques conseils sur la hauteur des écrans, sur les équipements, La posture. sur certaines postures à éviter. Quand on prend des situations de travail qui entraînent des manutentions, on peut également donner des pistes à suivre. Mais ces pistes-là sont aussi à prendre en compte dans la réalité des situations. Est-ce que je peux toujours effectuer ce geste-là, et notamment en lien avec les missions, avec la notion de performance, de ce qu'on attend de moi, des cadences qui peuvent être aussi induites. Donc, toutes ces questions-là viennent se mêler à ce sujet en fait, du travail. Et donc, dans ce sujet du travail, on va retrouver effectivement ces questions de difficulté de santé au travail, mais aussi, on ne peut pas le décorréler de la notion de performance, de la notion de production, de la notion de qualité aussi. Et on ne peut pas penser santé au travail sans penser le reste, et ni penser performance sans penser santé au travail. Tout est lié autour de ces situations, autour de ce travail. Et donc, du coup, c'est toujours un peu difficile de donner des exemples ou des conseils très spécifiques. Maintenant, sur des questions qui relèvent effectivement plus de l'ordre de l'organisation, de l'environnement de travail, on peut trouver des relais dans les entreprises. Et on va notamment trouver ces relais par les managers, les responsables, les équipes opérationnelles, le service RH, etc., en fonction de comment l'entreprise s'organise. L'idée, c'est de favoriser une discussion autour du travail en faisant remonter les difficultés terrain. Donc là, ce dialogue-là, on pourra l'appeler le dialogue professionnel. Et on va aussi retrouver le dialogue social, notamment avec les représentants du personnel, etc. Et c'est aussi un moyen, donc là, de ne pas agir directement sur les causes en lien avec les problèmes de santé au travail, mais plutôt de manière indirecte, en faisant remonter les situations qui peuvent être compliquées, qui peuvent être difficiles. Et derrière, c'est d'instaurer un dialogue qui permet de réfléchir et de, à terme, essayer de trouver des solutions pour limiter et au mieux supprimer les causes de TMS ou de problématiques, difficultés sur le plan de la santé au travail. Tu viens justement de parler du rôle des remontées, des managers, des représentants du personnel. On entend parler de dialogue social et dialogue professionnel. Concrètement, en quoi ces deux formes de dialogue peuvent aider à prévenir les TMS et à améliorer la santé au travail ? Très bonne question. Non, mais le dialogue social, en fait, va jouer un rôle central dans la prévention des risques professionnels, parce qu'il va réunir employeurs, représentants du personnel et les salariés pour favoriser la concertation, l'échange d'informations et la construction d'actions de prévention adaptées. Et notamment les CSE, grâce à ce genre d'instance, ça va permettre d'identifier collectivement certains dangers et derrière de pouvoir améliorer les conditions de travail et de pouvoir agir aussi sur la culture d'entreprise. C'est en menant ce genre de sujet que ça va permettre de décloisonner, de parler concrètement de ces sujets-là et donc du coup de l'intégrer dans cette culture d'entreprise. Et ça permet du coup d'avoir cette notion aussi de transparence, de pouvoir parler à tous de ces sujets-là, de montrer que les sujets avancent, de montrer que l'entreprise réfléchit sur ces sujets-là et qu'elle ne les écarte pas. Ensuite, on va retrouver le dialogue professionnel, qui lui est beaucoup plus, terrain. L'idée, c'est de manière très
très, très opérationnel, presque dans la proximité des situations de travail, donc en fonction des organisations, des services, de pouvoir parler du travail, parler concrètement des difficultés, permettant de faire ces remontées, parfois à chaud, de difficultés, de problèmes rencontrés, qui peuvent être gérés sur le moment et trouver des parades lorsque le pouvoir d'agir des personnes le permet. Et puis, dès lors que ça dépasse un petit peu ce cadre-là, qu'on dépasse un petit peu les fonctions du simple manager ou du service, eh ben, ça va permettre d'identifier ces situations-là et effectivement de les faire remonter à l'entreprise. Donc, évidemment, par ce dialogue social et aussi par d'autres canaux. Mais l'idée, c'est que derrière, ces sujets-là puissent être pris en compte et qu'ils ne soient pas juste évoqués puis, entre guillemets, disparaissent dans la nature. Et donc finalement, ce dialogue social et ce dialogue professionnel sont très liés, puisque le dialogue social va être alimenté par ce dialogue professionnel. Si on n'a pas ces remontées terrain, si on n'a pas ce dialogue entre les salariés et les managers, entre les différentes strates hiérarchiques dans l'entreprise, si ces informations-là ne remontent pas, bah, les sujets ne pourront pas être traités derrière au sein des entreprises, que ce soit au niveau des CSE, au niveau des directions et représentants du personnel et autres. Donc ces deux dialogues et ces deux instances, entre guillemets, sont très importantes et sont totalement complémentaires et permettent justement d'agir et de prévenir les difficultés au travail, les difficultés de santé au travail et spécifiquement aujourd'hui les TMS. Pour finir, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. En tant qu'ergonome, quel regard poses-tu sur les TMS aujourd'hui avec tout ce que tu viens d'évoquer, les facteurs de risque, l'organisation du travail, le dialogue social et professionnel? Et notamment, est-ce que tu peux nous dire un mot de cette différence dont on parle souvent, le travail prescrit et le travail réel? Oui, c'est une notion très importante pour nous les ergonomes. Pourquoi? Puisque c'est dans cet écart entre travail prescrit et travail réel qu'on va retrouver les difficultés. Je m'explique. Le travail prescrit fait référence à la prescription, ce qui est attendu par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise va nous donner des missions, on va signer un contrat de travail avec des missions, avec des moyens techniques, organisationnels, qui vont être mis en œuvre pour qu'on puisse réaliser ces missions-là. Et on a des résultats qui sont attendus. L'entreprise attend un certain nombre de résultats, que ce soit au niveau individuel ou collectif, par rapport à la réalisation de ces missions en lien avec les moyens qui sont mis en œuvre. L'ergonomie part du principe que ça ne se passe jamais comme prévu. Et je tiens à souligner ce jamais. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver des aléas, des petits problèmes du quotidien, etc., etc. Donc ce jamais, il n'est pas forcément très éloigné du prescrit. Mais il y a toujours un petit écart, il y a toujours une petite chose qui n'a jamais vraiment... différence. Exactement, qui n'a jamais été totalement anticipée. Et qui n'est pas forcément très grave. Mais qui, dans certains cas, quand cet écart est important, on peut retrouver justement dans ces écarts-là les difficultés des salariés, les compensations. Souvent, on va retrouver des phénomènes de compensation. Ça ne se passe pas comme prévu, donc le salarié va compenser pour justement pouvoir atteindre les objectifs, les missions, mais parfois au détriment de sa santé. Pour quelle raison? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les TMS ont en général un effet sur le long terme et un effet différé. On ne se rend pas compte tout de suite quand on mène une action, quand on est dans une situation, de l'effet qui pourra survenir dans 5 ou 10 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans une situation, la plupart du temps, les salariés vont faire le choix de la performance, c'est-à-dire atteindre les objectifs, et du coup, sur du long terme, au détriment de leur santé, au détriment de cette problématique de TMS. Et nous ergonomes, c'est dans cet écart qu'on va retrouver ces difficultés et ces problématiques. Et c'est
aussi très important d'avoir cette notion en tête quand on parlait tout à l'heure de dialogue social et dialogue professionnel, et aussi dans la résolution des problèmes, de ne pas se contenter de faire le focus sur le prescrit. Parce que si on reste sur le prescrit, on aura tendance On passe à côté de certaines à choses. passer à côté de certains éléments qui sont essentiels. Et c'est justement ces éléments-là du prescrit, de la réalité du terrain, du quotidien. Et on l'entend souvent du côté salarié, des gens qui disent, mais les gens qui sont dans les bureaux, etc. Bah, c'est cette notion-là, en fait. C'est de se dire, mais qui n'ont pas forcément connaissance ou conscience de ce qui peut se passer. Ce qui en soi n'est pas leur boulot sur le papier, mais quand on est dans une logique de réflexion et de résolution des problèmes, eh ben, il faut essayer d'aller au-delà du prescrit et de tendre vers cette réalité du terrain. Et c'est dans cette réalité-là qu'on va capter les facteurs de risque. Et une fois qu'on a capté les facteurs de risque, il va nous permettre aussi de trouver des solutions qui soient adaptées au terrain et pas adaptées au prescrit. Ça peut être une notion qui peut être parfois difficile à mettre en œuvre. Théoriquement, je vais dire, c'est assez simple cet écart, mais dans la réalisation, ça peut être difficile. Mais dès lors qu'on l'a en tête, il faut essayer de tendre vers ça. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir prévenir les TMS, et c'est ce que font les ergonomes aujourd'hui. Et c'est notre travail d'aller sur le terrain, justement, pour analyser ce travail réel. Pour finir cette émission, je te propose de répondre à quelques questions d'auditeurs. Est-ce que vous observez des TMS typiques du télétravail différents de ceux qu'on retrouverait avant, par exemple liés au visio, travail sur portable ou autre? Alors, des TMS typiques, non, pas forcément. Par contre, on va effectivement retrouver des tendances qui peuvent être accentuées par des formes de travail nouvelles comme le télétravail. Notamment, quand on parle de télétravail, on va parler de l'organisation du travail. C'est une forme d'organisation du travail. Donc, quand une entreprise, un service commence à développer du télétravail, il faut le penser. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va se retrouver des jours seuls à la maison, qui peut présenter des avantages. Souvent, un des gros avantages du télétravail, c'est qu'on n'est pas embêté par les collègues, ou moins embêté par les collègues, de manière physique, puisqu'ils ne sont pas là. Mais à l'inverse, des fois, les collègues, on en a aussi besoin pour avancer sur certains sujets. Donc c'est cette organisation-là à trouver, ce compromis entre temps de télétravail, temps de présence, et de le réfléchir en équipe, de le réfléchir par rapport, on parlait tout à l'heure de la réalité. Tous les services, toutes les organisations, toutes les activités ne vont pas avoir forcément les mêmes contraintes vis-à-vis du télétravail. Et par rapport à ces sujets de TMS, on peut retrouver facilement un sujet qui vient souvent, ça va être l'organisation spatiale, l'aménagement bureautique de chez soi, qui est souvent un petit peu plus délétère. Et c'est un fait, aujourd'hui on retrouve effectivement un certain nombre d'aménagements qui sont forcément pas optimal vis-à-vis de ces... Travail sur la table de la cuisine. Voilà, c'est ça. Et puis, on a aussi cette relation vie pro, vie perso qui tend à être de plus en plus fine, puisque finalement, on amène le pro à la maison. Et donc, du coup, cette relation, je prends un exemple, lorsque on est en période estivale, période de congé, on peut se retrouver avec des enfants qui traînent. Si on n'a pas la possibilité de s'isoler, parfois, ça peut être aussi une limite dans l'organisation. On parlait des visios, dans la réalisation des visios. Et donc là, on s'écarte un peu du sujet TMS, mais dans cette notion de santé au travail et d'organisation du travail, il faut aussi réfléchir par rapport à ça. Ça peut entraîner un certain nombre de difficultés. Et donc, le télétravail, est comme n'importe quelle forme de travail en soi, n'est pas un problème. C'est juste qu'il faut le penser, il faut l'organiser et peser le pour et les avantages et les inconvénients de façon à limiter les inconvénients et à maximiser les avantages pour que tout le monde se retrouve, à la fois les individus par les avantages du télétravail et aussi l'entreprise
de ce que ça peut apporter en plus pour l'entreprise, tout en évitant que c'est un impact négatif dans la réalisation des missions. Dans certains métiers, on a l'impression qu'il y aura toujours des contraintes physiques fortes. Est-ce que c'est vraiment possible de prévenir les TMS partout? Y a-t-il des limites? C'est une très bonne question et j'aurais tendance à répondre oui aux 2 points, c'est-à-dire que oui, c'est possible de vraiment prévenir les TMS partout et oui, il y a aussi des limites. On ne pourra pas tout faire non plus. Je m'explique, si on reprend cette notion de mission, on prend quelqu'un où la mission et la notion de port de charge, par exemple, fait partie intégrante de son métier et de ses missions. Bah, forcément, la limite, c'est qu'on ne va pas pouvoir retirer ce port de charge-là, sinon la personne ne peut plus réaliser ses missions et l'entreprise voilà, se retrouve impactée négativement. Mais, on l'a vu tout à l'heure dans les facteurs de risque, on voit que des facteurs de risque, il en existe plein, avec plein de sous-facteurs, plein de notions. Et donc effectivement, on ne pourra pas agir directement sur ce port de charge-là. Par contre, on pourra agir quand même sur ces situations-là en réduisant la charge, en la répartissant, en pouvant peut-être apporter des aides techniques, mais aussi en jouant sur l'organisation du travail de façon à peut-être limiter le nombre de ports de charge, à mieux le répartir au cours de la journée, en ayant des phases justement, on va dire, de travail un peu plus physique et en alternant avec des phases plus de repos qui permettent de aussi moins fatiguer le corps de moins le mettre sous contrainte. Exactement. Donc, si je reviens à la question, oui, on peut prévenir les TMS un petit peu partout. Bien sûr, en fonction des activités, on va être limité sur certains aspects. Et en ergonomie, j'aurais tendance à dire qu'on essaye de trouver un compromis. L'activité idéale, la situation idéale en soi n'existe pas. Et c'est toujours ce compromis entre l'aspect de santé au travail, l'aspect de santé des salariés, et puis la performance aussi de l'entreprise et des individus. Et donc, du coup, c'est toujours trouver ce juste milieu pour limiter l'impact sur la santé des salariés, mais tout en maintenant un niveau de performance qui soit attendu par l'entreprise également. Et donc, c'est ce juste milieu-là qui n'est pas toujours facile à trouver, Travail d'équilibriste. qui n'est pas toujours évident, mais en soi, on peut toujours agir. Et à l'inverse, il ne faut pas partir des festistes, on peut prévenir les TMS dans n'importe quelle activité ou situation de travail. Nous arrivons au terme de notre émission, mais il me reste à remercier Paul et la GMF pour avoir participé à notre émission et nous avoir éclairé sur les TMS et leurs conséquences sur la santé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette émission en podcast sur notre site internet ainsi qu'un livre blanc de la GMF sur les TMS. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre émission.